repérés, comme ça des calculs peuvent être utiles pour comprendre par la suite la présentation. Je vais vous envoyer déjà reçu le calcul, c'est pour le public. Donc je crois que vous êtes trop fatigués. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est que nous vivons aujourd'hui une crise globale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cette crise remet profondément en question l'usage que nous faisons de nos ressources et la manière que nous avons d'habiter sur Terre. Si jamais nous ne parvenons pas urgemment à changer nos modes de vie, nous risquons d'augmenter l'effet de réchauffement climatique et de rendre notre planète invivable. La bonne nouvelle, c'est que l'utopie a changé de camp. Il semble utopique aujourd'hui continuer à croire pouvoir vivre de la manière dont nous faisons. Et il semble plutôt réaliste de chercher des alternatives à nos modes de vie. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui va dans ce sens, en vous proposant la transformation de l'habitat d'un habitat typique du XXe siècle, l'habitat individuel périurbain. Et derrière la question de la transformation de cet habitat se pose réellement la question de l'évolution de nos modes de vie. Nos modes de vie, ce n'est pas le mot précis pour parler de cette évolution, mais on va plutôt parler de système de vie. Car pour comprendre que dans notre manière d'habiter se cachent en réalité des systèmes, nous allons d'abord vous présenter à différentes échelles comment ces transformations peuvent s'opérer. Nous allons vous le présenter à l'échelle territoriale, essayer de comprendre quelles sont les infrastructures qui conditionnent nos modes de vie selon 7 critères qui sont, selon moi, fondateurs de notre société. Donc les 3 critères principaux que nous avons choisis sont la question de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Les critères complémentaires qui permettent de comprendre aussi cette question sont la question de l'économie, de la mobilité, de la sociabilité et de la gestion des déchets. Nous verrons comment nous pouvons proposer des alternatives à ces grandes problématiques à l'échelle domestique, mais aussi à l'échelle du quartier, puisque la transformation de la maison seule ne suffit pas à proposer une alternative de vie. L'habitat individuel périurbain représente 1/4 du bâti français. C'est énorme. Cet habitat est dispersé, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte de la France, et il s'étale en périphérie des villes. Le problème de ce type de tissu réside principalement dans cette même dispersion qui le met à distance, surtout des services et de tout ce qu'on va trouver en ville. Et on ne va pas lui trouver beaucoup de qualité urbaine, puisque son découpage foncier homogène, pensé principalement pour la circulation automobile, ne lui laisse pas beaucoup d'espace public ou même de services accessibles dans ces zones monofonctionnelles. On doit donc se déplacer pour aller chercher tout ce dont on a besoin. La qualité de ce type de tissu réside dans la parcelle elle-même. Et à Montreux, la moitié de l'intercommunalité habite dans ce type de tissu. La qualité de cette parcelle, c'est qu'elle permet aux ménages français se voir accéder à la propriété, d'atteindre leur rêve à moindre coût, puisque ces parcelles se situent en périphérie, sont placées sur un foncier peu cher. Seulement, il faut savoir que derrière ce rêve d'accession se cache aussi un endettement des ménages. Et comme on le voit ici sur ce graphique, le prix des logements n'a cessé d'augmenter, alors que le prix de la construction, lui, est resté constant, puisque la désirabilité de ce modèle n'a cessé de croître. Et on s'endette en conséquence sur 1/3 de son revenu pendant 30 ans. Si on ajoute à ça les dépenses fixes, comme alimentaires, ou les dépenses de transport, qui représentent jusqu'à 1/4 de cette équation, on comprend que l'équation économique de ces habitants périurbains est plutôt tendue. On comprend mieux donc la crise des Gilets jaunes qui a eu lieu récemment, mettant ces populations dans une tension, puisqu'ils dépendent énormément de la voiture pour aller en métropole pour trouver leurs emplois, mais aussi pour accéder à tous les services indisponibles près de chez eux. Au bout de la conjecture actuelle, puisque les prix de l'essence ne vont probablement pas descendre et qu'on ne va pas avoir plus de salariat dans les zones périurbaines, ce modèle est en crise. Se pose donc la question de comment nous, en tant qu'architectes, pouvons s'intégrer dans cette équation économiquement contrainte, socialement tendue, et auprès d'une population qui a bien d'autres questions à régler que celle de la transition écologique. C'est donc tout le défi de cette problématique, c'est d'arriver à proposer une alternative viable qui répond en compte tous ces questionnements.
un autre projet a cherché à proposer des alternatives, c'est le projet Bimbi, qui profite de la grande ampleur de ces parcelles pour proposer un redécoupage foncier afin de valoriser ces grandes parcelles. Mais en réalité, ce projet ne résout qu'une infime partie de cette grande question et ne voit dans la valeur de ces parcelles que la propriété foncière et non pas dans le qualité qu'on a montré. Donc pour pouvoir vous proposer des alternatives, nous allons d'abord regarder comment fonctionne le territoire de Montereau, mais plus largement notre territoire et notre manière d'habiter. Pour ajouter un constat et une mise en question sur la question de l'agriculture prégnante à Montereau, puisqu'on est sur un bassin céréalier. On pourrait reprocher cette agriculture industrielle, certes, qui produit une grande quantité de nourriture, mais elle appauvrit les sols à cause des intrants chimiques, nécessite une énorme quantité de mécanisation et d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et finalement, elle est destinée à l'export, ce qui fait qu'on n'utilise pas ces terres céréalières pour produire nos fruits et légumes, donc on produit que un dixième, et on doit importer tout le reste dans nos supermarchés. Nous verrons comment, en réalité, la parcellisation et le mitage du périurbain sur les terrains agricoles peut être l'occasion de repenser une agriculture locale au nom des propriétaires habitants. Nous allons voir dans la deuxième partie. Une fois que ces produits arrivent dans nos supermarchés, ils deviennent dès lors des lieux de socialité, de centralité, puisqu'on y trouve tous les produits et les services disponibles dans les zones monofonctionnelles, et ils deviennent aussi un lieu basé sur une sociabilité privée, fondée sur la consommation, alimentant et confortant les habitudes alimentaires. On trouve donc normal d'avoir toute l'année les mêmes produits en dépit des saisons, et là on les achète, ça semble normal puisque tout le monde fait pareil. Nous verrons comment ces espaces de sociabilité doivent être repensés à l'échelle du quartier pour redonner des lieux communs où les habitants pourront vivre, mais aussi y trouver des ressources alimentaires. Et derrière, l'équation n'est pas encore finie, mais après cette consommation alimentaire, nous générons une foule de déchets dont on revalorise une infime partie avec beaucoup d'énergie, le reste on incinère, on l'enterre. On verra comment au sein de la maison on peut valoriser un tiers de nos déchets, les déchets organiques, et voir l'énergie qu'on peut y extraire de le compost aussi. Une autre source essentielle à la gestion du territoire est la question de l'eau. Elle se fait en 5 étapes. La première, c'est celle de la potabilisation. On vient pomper l'eau de la Seine, la traiter, puis l'acheminer sous forme d'un château d'eau pour la mettre sous pression et l'acheminer ensuite vers les vers les ménages. Une fois consommée, cette eau se rejette de deux manières, sous forme d'eau noire lorsqu'elle contient notre éjection et sous forme d'eau grise pour le reste. Seulement à Montereau, comme nous l'avons vu, ces eaux descendent dans le réseau unitaire et vont toutes à la station d'épuration qui est donc en partie, 80% de nos eaux sont grises, et donc elle est rapidement saturée par ce volume d'eau, et la moindre pluie un peu forte, ce réseau sature et se déverse dans la Seine, polluant l'écosystème et compromettant aussi la potabilisation des villes en aval. Pour éviter ce genre de problème, on sécurise le système à travers des bassins d'orage. Seulement à Montereau, il en manque 6 sur les 9 prévus. Du coup, plutôt que de proposer un investissement intercommunal de ces bassins d'orage, nous allons aller dans le sens du projet précédent du coteau. Nous allons proposer un projet hydrique alternatif qui aura d'autres fonctions que le simple stockage. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la question énergétique. Après, c'est fini. C'est parti les derniers. Comme vous savez, la plupart de nos constructions sont bâties à base de ciment. Ce ciment, on l'extrait, comme on l'a vu, dans des gravières qui sont ensuite transformés en ciment avec beaucoup d'énergie, on monte jusqu'à 4000 degrés, avec un processus complexe, pour finalement produire des maisons qui thermiquement sont pas très performantes et sont vraiment des passoires thermiques qui vont avoir besoin en moyenne de 2 tiers des dépenses énergétiques de chaque ménage juste pour être chauffé. Ce chauffage provient principalement de gaz provenant de l'autre côté de l'Europe, produit pour moitié par les pays autoritaires. Donc la question de sa provenance nous pose aussi cette question. Le reste, le tiers restant, est produit dans nos centrales nucléaires, c'est de nos gens. On perd la moitié d'énergie en transport et on produit à la fin des déchets radioactifs militaires, on ne sait pas comment. Du coup, on comprend mieux que derrière la question de l'isolation de nos maisons et de trouver un chauffage alternatif, c'est une question plus large liée à la gestion de nos territoires.
à présent que je vous ai présenté ce système territorial, nous allons voir en quoi, au sein de la maison, il va générer des usages. Cette maison, c'est celle de monsieur et madame Delouf. Ce sont des habitants de Montreux qui ont la gentillesse de m'accueillir chez eux quand je pour essayer de faire ce travail de recherche. Et j'essaie de m'arrêter, mais malheureusement, il m'a représenté cette transformation. Mais l'idée d'intégrer les usages dans la réflexion permet de proposer des transformations plus fines qui prennent en compte la l'idée sans moralisation ni jugement, mais juste faire avec l'existant. Cette maison est représentative des 35 côtes du quartier et elle est singulière par son modèle constructif en panneaux de béton préfabriqué. Et on voit aussi que ces usages au sein de cette maison sont riches et vont du fond jusqu'au comble. Et cette maison est, comme vous voyez, grande et monsieur et madame Delouf peinent ou disent un peu à l'entretenir et envisagent de la vendre. On fait donc ici un scénario selon lequel un nouveau couple ou de nouveaux acquéreurs viendraient acheter cette maison et faire appel à un architecte pour la transformer. Nous allons donc voir en quoi ces transformations prennent place pour compléter ce scénario. Nous allons ici imaginer que c'est sous forme d'un prêt d'État qu'on peut lancer les investissements d'isolation par l'extérieur de la maison, ensuite améliorer le système hydrique et enfin une certaine production fruitière sur les limites de la partie. Nous verrons par la suite la rentabilité de cette opération et voir comment on peut arriver à rentabiliser cet investissement. Donc voici la maison. On pourrait commencer par déposer les gouttières, lever 2 rangs de tuiles, étendre les chevrons avec un angle qu'on appelle un coyot pour permettre à la lumière de rentrer mieux. On pourrait briser le nez de dalle, pour ensuite creuser une fondation autour de la maison à 80 cm par gel, dans laquelle on va venir poser un grillage à poule qu'on va remplir de liège en vrac qui peuvent résister à l'humidité. On va profiter de ces travaux d'isolation pour améliorer les usages au sein de la maison. Ici, on se trouve dans la cuisine, et ici, dans le salon, on va pouvoir déplacer le lavabo pour le mettre en face de la cuisine, et ici, donner accès du salon vers la terrasse. Donc, déposer les fenêtres et découper le béton, poser des nouveaux ouvrants, et profiter pour mettre ces structures de panneaux OSB pour y mettre des bottes de paille. Les bottes de paille ne pouvant pas être redécoupées, on va pouvoir placer en haut des boîtes qu'on va remplir d'isolant et refermer pour ensuite pouvoir poser des extensions de chevrons sur les côtés et des lithos pour pouvoir poser de nouveaux rangs de tuiles. Voyons à présent à l'intérieur de la maison comment s'opère la conformité et l'isolation. On pose donc en bas des sabots en haut du chaînage du mur pour faire la continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour minimiser le coût des travaux, on va ouvrir les panneaux hauts de la cour de la maison. Et en profiter pour améliorer les usages, ouvrir une nouvelle fenêtre dans cet espace qui, aujourd'hui, qui est illuminé artificiellement. Cette fenêtre se trouve dans la continuité des escaliers. Et pour la réaliser, on va faire un chevet au sein de la structure, pour poser ensuite un Velux et poser 20 cm de laine de bois qui vont pouvoir permettre d'avoir la continuité de l'isolation au sein de la maison. Comme nous voyons ici, on économise 62% de l'énergie totale consommée par la maison grâce à ce dispositif. Les calculs sont disponibles dans le recueil. À présent, la continuité vers l'extérieur va pouvoir remettre ses fruits et réemployer les ouvrants des fenêtres existantes pour les remettre au mur extérieur et pouvoir enduire de terre finalement. À présent, nous avons vu cette isolation, nous allons passer au projet hydraulique avant de reposer les gouttières lesquelles on va inverser la pente. On va terrasser le terrain pour y construire une serre dans laquelle on va pouvoir poser cette nouvelle cuve qui est dimensionnée pour les 2 mois d'été pour pouvoir approvisionner en eau lorsqu'il pleut moins. Et je vais dire ici, dans la descente des gouttières, on a un filtre et un traitement d'eau pour la potabiliser et la rendre propre à la consommation. Autour de cette cuve, on va bâtir un mur en ligne alimentaire sur l'isolant en paille et un enduit de terre posé sur une table en bois et sa structure mécanique. La serre remplit 3 fonctions. La première, comme nous l'avons dit, c'est de récupérer les eaux et de les stocker. La deuxième,
c'est de revaloriser la chaleur générée par le compost. On a au fond du jardin déjà présent un lieu de compostage raccordé ici à un bac dans lequel on va pouvoir venir planter les semis. Et on a un différentiel de température jusqu'à 30 degrés en hiver, et donc une certaine chaleur qu'on peut revaloriser au sein de la serre. En plus, on va pouvoir améliorer la qualité de l'air derrière en laissant des plantes qui vont filtrer l'air intérieur. Et on le montre ici, mais ce sont des gaines de ventilation qui vont, par convection naturelle, ventiler la maison et résorber son humidité. On voit donc ici toutes les fonctions réunies de cette serre, qui n'est plus juste pour ça ne sert plus juste à planter. On peut voir ici. Si on revient à la maison elle-même et qu'on se pose la question de comment faire ce projet hydrique, on aura donc ici le réseau existant d'eau qui descend dans la conduite d'égout qui se trouve dans la rue. Donc voici ici la gouttière et la centrifuge de stockage qui sont redirigés dans la maison grâce à une pompe qui amène l'eau, achemine l'eau vers un chauffe-eau caché dans la cheminée. La cheminée, on n'en a plus besoin parce qu'on va poser un poêle devant. Et ce poêle est raccordé au chauffe-eau dans un réseau de tuyaux. Le même chauffage va pouvoir être utilisé à l'étage en isolant la conduite grâce à un insert va pouvoir chauffer la chambre de monsieur et madame de Loup tout en chauffant le salon en bas. Et grâce à la ventilation naturelle de la serre derrière, ce mur se chauffant va pouvoir, par connexion naturelle, faire passer sa chaleur à toute la maison. Voici une image ici a réduit encore de 22% la consommation énergétique et la nécessité du gaz. On continue sur le chemin de l'eau. Ici, on chauffe donc l'eau grâce au poêle. Et ensuite, on va cheminer l'eau chaude et froide le long des réseaux déjà existants dans la maison pour éviter au maximum les percements et optimiser ce coût des travaux. Et on va doubler tous les robinets au sein de la maison. Voici donc ici le projet hydrique où on arrive à produire jusqu'à 80% de l'eau en récupérant les eaux de pluie pour un ménage de deux personnes. Aux 20% restants, on va pouvoir les recycler au sein même de la maison en récupérant, comme souvent, en fait, la douche. Les pièces d'eau partagent le même dessin, et ici on profite de la douche qui se trouve au-dessus des toilettes pour poser une cuve qui va permettre de recycler encore 20% de nos eaux en tirant simplement la chasse d'eau à partir de l'eau récupérée dans la salle de bain. Voici 20%, donc avec ces 80 moins 20, on arrive à être à 100% d'eau produite au sein de la maison. Et puis finalement, cette eau d'assainissement provenant ici les tuyaux se séparent en deux, on a les eaux noires et les eaux grises au sein de cette maison. Et on va contourner le réseau des eaux grises pour le déverser au sein même de la parcelle que nous recommandons aujourd'hui la réglementation. Aller un peu plus loin de la réglementation en proposant des plantes de phytoépuration permettant d'épurer ces eaux et ces graisses provenant de nos cuisines. Et grâce à cette eau recyclée, on va pouvoir commencer à planter des haies qui, au fil du temps, au bout de 5 ans, vont commencer à devenir productives. Et donc on peut envisager ici une maison qui semble ici parler de système, mais ça nous permet de comprendre mieux que tous ces systèmes s'imbriquent comme ce système territorial. On parle plus juste d'une opération, mais de plusieurs opérations qui vont, comme on va le voir maintenant, se rentabiliser les unes les autres. Puisqu'en réalité, si jamais on prenait séparément ces trois opérations, donc on distingue entre l'isolation par l'extérieur, la serre et le projet hydrique, on voit que chacune d'elles se rentabiliserait à peu près au bout de 30 ans. Donc c'est relativement long, en plus il y a un long projet de maison quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, la mise en réseau de ces économies, donc si on ajoute ces économies les unes aux autres, et qu'on prend en compte qu'au bout de 5 ans, nos haies fruitières sont productives, et qu'on a un excédent alimentaire correspondant à 12 personnes, plus des deux maisons, on arrive à dégager suffisamment d'argent pour rembourser bien plus rapidement ce prêt, qui, sans aide d'État, et juste par un investissement privé, se rentabiliserait alors en 16 ans, à moitié, ou avec des aides d'État comme prévu dans le projet 2020, se rentabiliserait en 12 ans, et grâce à leur chantier un scénario de chantier participatif, baisserait encore le prix de moitié, et on arriverait à une rentabilité sur investissement de 8 ans. Je vous reviens après si vous voulez reparler de ces chiffres plus en détail, mais sinon, porteur de l'espoir. À présent, reste la grande question, à savoir comment cette maison seule peut être appliquée à l'échelle du quartier et comment elle le transformerait d'une certaine manière. Donc on va ici poser un scénario prospectif pour nous inviter au débat et à réfléchir. On s'imagine ici d'être en 2022 avec un nouvel exécutif conscient de cette crise et voulant respecter les accords de Paris par exemple,
Et il se lancerait donc, en plus de ce programme national de rénovation périurbaine pour améliorer notre consommation au sein même de la maison, d'essayer de réduire notre impact et d'investir dans des infrastructures écologiques et durables pour notre territoire. Donc, on verrait dans un premier temps une intensification de l'outil déjà existant qui s'appelle la trame verte, permettant la continuité entre les espaces naturels, favorisant l'interrelation des espèces et la biodiversité. Cette même structure principale, lorsqu'elle rencontre les aires urbaines ou périurbaines, elle permet de structurer tout ce réseau de limites nourricières que je vous ai décrit précédemment et y apporte là suffisamment de biodiversité pour avoir une réelle production pérenne sur le long terme. Ce que je ne vous ai pas montré à cette échelle-là, c'est qu'en réalité, ces limites nourricières servent aussi à créer de nouveaux chemins entre les limites parcellaires, puisqu'on a des grandes parcelles, qui permettent d'une part d'avoir des sentiers pour entretenir ces haies, mais aussi pouvoir y développer des mobilités douces et une certaine convivialité au sein même de ces maisons. Ces mêmes réseaux de trames vertes est en réalité appuyé par une autre, la trame bleue, qui provient en majeure partie des eaux d'assainissement, des eaux grises que nous vous avons décrites précédemment, qui une fois mises en réseau permettent de générer des bassins où cette eau acheminée est épurée au fil de son chemin par des plantes. Et ces mêmes bassins permettent ensuite d'être utilisés encore pour planter ces haies et permettent aussi de maîtriser les risques, puisque, comme nous l'avons vu aujourd'hui, il est nécessaire d'investir dans des bassins d'orage pour maîtriser les grands flux, mais cette eau se mélange avec des eaux noires et devient polluée. Nous préférons ici donc la stocker directement à l'extérieur et la réemployer comme elle est. Pour les eaux noires, nous allons vous proposer un centre de phytoépuration, comme il en existe déjà un à Montreux, de la société Phytorestore, à 15 km au sud de Montreux, qui, grâce à 6 hectares de plantes, arrive à épurer l'eau de 30 000 équivalents habitants. Nous avons donc ici dimensionné un espace suffisant pour épurer l'eau de Surville, ou l'équivalent de 8 000 habitants. Vous voyez la taille qui reste relativement modeste par rapport à la quantité d'eau qu'elle arrive à traiter. Une fois traitée, cette eau peut être à nouveau utilisée pour l'agriculture. Et on peut aussi revaloriser nos déjections sous forme de biogaz pour produire de l'électricité ou du gaz. Se pose alors la question énergétique qui rejoint le projet précédemment présenté sur la question du prélèvement soutenable des ressources au sein de notre environnement. Donc on pourrait utiliser des ressources locales qui capturent du carbone et qui permettent ensuite d'envisager de recréer un artisanat et des savoir-faire locaux pour les mettre en œuvre. Et on pourrait donc utiliser ces matériaux à des fins de transformation de ces maisons ou même de production de nouvelles maisons en matériaux biosourcés comme le matériau précédemment proposé. Et pour chauffer et irriguer ces maisons, comme nous l'avons vu avant avec du gaz et du nucléaire, on pourrait préférer plutôt du bois et les dispositifs autour du poêle qui peut devenir multifonctionnel comme ici, ou encore des dispositifs lumineux comme la serre, le mur à inertie ou le mur trombe, et encore le biogaz comme nous vous l'avons présenté, qui permettra de générer aussi un apport électrique. Reste tout de même la grande question, j'imagine que vous l'attendez, comment parvenir à faire que ces populations périurbaines s'approprient ces dispositifs, plantent ces nourricières et s'empuissance de toutes ces transformations. Et en réalité, dans ce scénario, on imagine encore l'État ou les collectivités investir dans ces territoires périurbains délaissés de l'État, d'investir pour reconquérir les délaissés afin de devenir des nouveaux lieux et des centralités au sein du quartier, des communs et des espaces publics qui font défaut à ces lieux. On les animerait au travers d'une programmation culturelle et artistique qui serait financée et structurée par une institution au départ. Et peu à peu, ces lieux deviendraient des lieux de vie où on y organiserait des fêtes de quartier. Et autour de cette acculturation, on pourrait transmettre et sensibiliser les gens autour de ces questions environnementales, non pas sur un ton moralisateur, mais bien sûr en révélant les potentiels au sein même de leur maison. Et ces lieux seraient donc prédisposés à devenir la centralité d'une nouvelle économie locale. Par exemple, on pourrait implanter au sein des maisons qui ont été rénovées en utilisant les serres ou les sous-bassements, par exemple une micro-conserverie où on pourrait embouteiller toutes ces productions fruitières
les vendre en métropole, où la demande dans ces produits biologiques et locaux est très forte. On pourrait produire des cosmétiques, des savons qui permettraient de rejeter des eaux grises sans risque au sein des haies. On pourrait encore utiliser de la production locale pour ouvrir un restaurant, partager des outils, réparer le vélo. Et finalement, lorsqu'on passe ces transformations à l'échelle du territoire, si jamais on proposait de les appliquer à 50% des maisons périurbaines, les résultats, certes mathématiques et conçus pour nous inviter à la réflexion, sont tout de même assez spectaculaires. On voit qu'on arrivera à économiser 1/5 de l'eau totale à assainir en France. On arrivera à économiser une grosse centrale nucléaire. Mais si on ajoute à ça que la consommation des stations d'épuration, on économiserait même 11 centrales sur les 58 qu'il y a en France. On arriverait à économiser 3% de nos déchets organiques et avec moins de 50%, avec seulement 40%, on pourrait produire 100% de nos fruits et légumes. Je suis arrivé au bout de cette démonstration. J'espère qu'à travers tous ces chiffres et ces dispositifs un peu techniques, on peut ouvrir un débat autour de la question de comment repenser ces infrastructures et l'usage que nous faisons de notre territoire, de participer modestement à mon échelle et avec la discipline architecturale à la transformation de notre mode de vie, de notre système. Merci.